Mardi 28 décembre 2021, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, 17 mères de famille qui ont été victimes de violences ont achevé leur formation en informatique au sein du centre spécialisé dans la lutte contre la violence basée sur le genre Amamasn. La remise de leur certificat de fin de formation s'est tenue aujourd'hui. Ces certificats leur serviront pour la recherche d'emploi. Ce genre de formation constitue une étape dans leur reconstruction, mais aussi pour garantir leur autonomie. Reportage de Sylvain et Indoura Zanjaibé. La plupart de ces femmes n'ont jamais utilisé d'ordinateur de leur vie, mais elles ont travaillé dur et ont fourni des efforts pour aboutir à ce résultat. Le but commun est de pouvoir se reconstruire et d'être autonomes dans leur quotidien. Ces 17 femmes ont été toutes victimes de violences. Les formations de ce genre ont des conséquences bénéfiques sur le moral et la santé psychologique de ces femmes. Au bout de 80 jours de formation et d'alphabétisation numérique, elles maîtrisent la manipulation de l'ordinateur. Elles peuvent à présent intégrer le monde professionnel et surtout subvenir aux besoins de leurs familles respectives tout en étant autonomes financièrement. Au cours de leur formation, elles ont également été initiées à la gestion des ventes en ligne afin que celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat puissent trouver des débouchés. C'est entre autres pour toutes ces raisons que l'association FITI présidée par la première dame, Miel Radzouiln, a pris en main la formation de ces femmes au sein du centre spécialisé dans la lutte contre la violence basée sur le genre Amamasn. Nombreuses parmi ces femmes qui ont reçu leur certificat de fin de formation aujourd'hui ont également suivi des formations en coiffure, en cuisine, en art, mais aussi en couture. Dans les informations de ce jour également, c'est concernant les stratégies mises en place par l'État pour lutter contre la propagation du Covid-19. Les personnes qui viennent auprès des centres de santé à Antananarivo et ses environs n'ont pas forcément besoin de se faire tester ou d'attendre les résultats des tests s'ils présentent des symptômes de la Covid-19. En effet, elles sont immédiatement prises en charge par les médecins en application d'une stratégie dénommée approche syndromique mise en place dans la capitale et ses environs afin de contenir la propagation de la maladie. Radraman Zatouf nous en dit plus. Ce sont les personnes qui présentent les symptômes de la maladie de coronavirus qui sont les concernées par cette stratégie d'approche syndromique, selon les précisions du directeur général en charge des fournitures sanitaires au sein du ministère de la Santé publique. Cette stratégie est appliquée dans la capitale et ses environs. Les responsables au sein du ministère de la Santé publique ont rappelé que la consultation des malades de la COVID-19, que ce soit dans les CSB2 qu'au niveau des hôpitaux et des CTC, sont gratuites. Les médicaments qui entrent dans le cadre des protocoles sanitaires dans le traitement de la COVID-19 sont également gratuits. Tous ces organismes de santé ont déjà été dotés de ces médicaments et des matériels nécessaires dans le cadre de la stratégie mise en place par le ministère de tutelle pour lutter contre la maladie. Des équipes ont déjà été dépêchées au sein des différents centres de santé par le ministère central pour contrôler l'effectivité de ces mesures et stratégies. Selon les explications du directeur du contrôle et de la prévention des épidémies, quiconque ayant été en contact avec une personne covidée peut attraper la Covid-19, peu importe son âge ou sa classe sociale, qu'il soit vulnérable ou non. Depuis la première vague, les enfants peuvent aussi attraper le virus du Covid-19, ce qui a occasionné la baisse du nombre d'enfants contaminés. C'est la fermeture des écoles et le confinement des enfants. Ainsi, les parents doivent rester vigilants et dès qu'un enfant présente des symptômes, il est recommandé de l'emmener directement chez un professionnel de santé. Il est aussi important de protéger les enfants des contacts et de respecter la distanciation sociale des enfants, surtout en cette période de fête, renforce le responsable. Dans un tout autre sujet à présent, la Confédération des évêques de Madagascar appelle les fidèles catholiques à prier pour les victimes des drames de ces derniers jours. Cette journée a été consacrée par les fidèles de l'Église catholique à prier pour l'âme des victimes de drames survenus dans toute la grande île. C'est Charan Genassi nous en dit plus. Face au drame maritime qui a eu lieu à Soneranivong la semaine dernière, et suite au décès des personnes frappées par la foudre à Tsronmandid dans la nuit du 24 décembre dernier,
La Confédération des évêques de Madagascar appelle tous les fidèles catholiques et les personnes de bonne volonté à se repentir et à prier pour les personnes victimes de drames. Cette prière commune entre dans le cadre de la célébration de l'Église catholique Zazatsmanatsin. Il ne s'agit pas seulement de ces drames survenus ces derniers jours, mais l'Église catholique appelle également tous les chrétiens à prier pour les personnes victimes du kéré dans le sud du pays, le manque de pluie et surtout le retour de la flambée des cas de Covid-19 qui sévit actuellement dans plusieurs régions du pays. Dans la foulée, la Confédération des évêques de Madagascar appelle les fidèles catholiques à être solidaires, à se soutenir et à prier les uns les autres afin de montrer que les Malagas sont unis, surtout dans les moments difficiles. Aujourd'hui, les prêtres et les évêques dans toute la grande île ont tenu des messes dans leurs paroisses et diocèses respectifs. Parlons à présent commerce et consommation, étant donné la propagation des produits consommables qui n'ont pas eu d'autorisation de mise sur le marché par le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation et du ministère de la Santé publique. Surtout en cette période de fête, les responsables procéderont à des contrôles selon leurs déclarations aujourd'hui. Des sanctions seront appliquées aux opérateurs qui ne respectent pas les lois en vigueur et cela peut aboutir à la destruction des produits en question, selon toujours les explications du directeur de la protection des consommateurs au sein du ministère de l'Industrialisation. Reportage de Amiena Martina Inzaranjensu. Parmi les mesures qu'exige la loi sur le commerce, un commerçant doit avoir une carte fiscale, une carte statistique, un certificat d'existence et un statut. En outre, le commerçant doit avoir en sa possession l'autorisation sur le marché octroyée par le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, ainsi que le certificat de consommabilité fourni par le ministère de la Santé publique. De ce fait, si le commerçant ne dispose pas de ces documents, il est passible de sanctions comme la saisie ou encore à la destruction des produits ou encore le paiement d'amendes. À partir de ce jour, les ministères concernés procéderont à des contrôles étant donné la propagation de ces produits illégaux sur le marché. Tous les produits mis sur le marché doivent passer par des enquêtes de santé afin de savoir s'ils sont consommables ou pas. Les consommateurs ont également le devoir de contrôler et d'exiger le respect des mesures et des normes sur ces produits. À travers ces enquêtes et l'application de ces mesures, il est possible de tracer la provenance des produits, leurs conditions de conservation, leur utilisation, mais également leur date de production et celle de péremption. Si les consommateurs suspectent des faits illégaux, ils peuvent appeler les responsables au numéro 034 30 812 34. Partant dans le sud du pays, les criquets qui sévissent actuellement dans la région Urumbé s'accroissent et se déplacent très rapidement. Les responsables ont utilisé immédiatement des matériels comme les hélicoptères pour empêcher l'invasion. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage est descendu sur les lieux afin de voir la réalisation des stratégies de lutte anti-acridienne dans cette région avec le centre de lutte anti-acridienne de Madagascar. Reportage de Raoud Ramanazatouf. La stratégie de lutte contre l'invasion acridienne est constituée de 2 étapes, à savoir l'éradication des criquets dans les champs et sur terrain et celle effectuée en l'air. Pour la lutte anti-acridienne sur le terrain, les techniciens au sein du Centre anti-acridien de Madagascar, ou IFVM, ont commencé à effectuer leurs tâches depuis le mois de juin dernier pour protéger les paysans et leur culture pour cette saison de récolte 2021-2022. L'IFVM a commencé à utiliser l'éradication en l'air à travers l'utilisation d'un hélicoptère. En collaboration avec la FAO, qui est représenté par M. Saïd Lagouri, nous sommes en collaboration, nous coordonnons ensemble la lutte anti-acridienne de cette campagne 2021-2022. Il y a la présence de cet hélicoptère qui va nous aider parce que le rayon d'action c'est un peu plus large que le traitement terrestre. Mais avant l'arrivée de l'hélicoptère, nous avons déjà fait des prospections par voie terrestre et des traitements par voie terrestre avec l'équipe de l'IFLM. Et récemment, nous avons fait des prospections avec l'hélico et des traitements avec l'hélico aussi. C'est ce mois de décembre. Nous avons eu des résultats satisfaisants. Et actuellement, nous sommes ici pour la réception
et pour le lancement de la campagne 2021-2022, que nous souhaitons tous que ce soit un succès pour cette campagne. Dans le cadre de la lutte anti-acridienne, comme nous le savons, nous sommes non seulement dans une phase très importante de la préparation de la campagne agricole, mais parmi les préparations, c'est la prévention. La FAO appuie également Madagascar dans la mise en œuvre des stratégies de lutte anti-acridienne. Côté météo, un temps pluvieux est prévu sur presque toute l'île pour les journées du 29, 30 et 31 décembre. Des averses orageuses dans plusieurs régions. Toutefois, les côtes d'Analandsrouf, Antsnan, Anavatuvav et Fitvnan ainsi que les côtes du Ménabé demeureront secs. Par ailleurs, les températures maximales sur la partie centrale et le sud-est du pays seront en baisse durant ces 3 derniers jours de décembre. Des activités orageuses sont également prévues durant cette période, raison pour laquelle tout un chacun est invité à prendre les mesures nécessaires afin d'éviter de malencontreux incidents comme ceux qui s'est produit très récemment où des personnes ont été victimes de la foudre. Le barrage de la plaine de la commune rurale d'Antanandav dans le district de Muramang est achevé. La réception technique s'est tenue la semaine dernière. Outre le barrage, un pont a été également réhabilité, ce qui résout les problèmes de circulation des produits et des personnes. Reportage signé Rad Ramanazatouf. Ce nouveau barrage permet d'irriguer une surface de 150 hectares dans la plaine de la commune rurale d'Antanandav dans le district de Muramang. Une centaine de foyers de paysans dans la commune et ses environs vont bénéficier directement de cette infrastructure. Suite à la mise en place de ce barrage, la commune n'aura plus de soucis en matière de production et ce malgré le manque de pluie du fait du changement climatique selon les bénéficiaires. Par ailleurs, il y aura également la construction de nouveaux ponts afin de relier les autres communes de la commune d'Antanandav, mais aussi pour améliorer la circulation des produits et des habitants. Déjà que le pont actuel ne sert plus à grand-chose du fait de sa vétusté. Une somme de 48 900 000 ariars a été allouée à la construction de ce barrage, un financement de l'ambassade d'Allemagne. La réception technique de l'infrastructure s'est tenue la semaine dernière. Avant de passer dans les actualités internationales, parlons sport. Bruno Eric Saïd est le nouveau président de la Fédération malagache de judo pour un mandat de 4 ans. L'élection a eu lieu après la tenue d'une session ordinaire au sein de la Fédération malagache de judo hier. L'ancien président de la Fédération de judo, Ranjana Soulniek Ousitane, a encore obtenu la voix de 8 ligues, mais compte tenu des obligations de cet ancien numéro 1 du judo au sein de la Confédération africaine de judo, il a transféré ses fonctions de président de la Fédération malagache de judo à Bruno Eric Saïd, qui est le premier adjoint du président de la Fédération de judo. Ce nouveau président a les compétences requises puisqu'il a déjà été secrétaire général de 2013 jusqu'en 2021. Ce nouveau président nommé déclare des visions pour promouvoir la discipline judo à Madagascar. Parmi ceux-là, l'organisation de l'Open de Madagascar, sous la houlette de la Confédération africaine de judo, le renforcement de capacité des arbitres malagasy, surtout au niveau international. En outre, la préparation des qualifications aux Jeux olympiques 2024 attend également la Fédération pour l'année 2022. Dans les actualités internationales, à présent, le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a annoncé hier la suspension du Premier ministre Mohamed Hussein Roble, qui a aussitôt dénoncé une tentative de coup d'État dans le cadre de l'organisation d'élections longtemps retardées dans ce pays instable de la Corne de l'Afrique. France 24. Quelques heures après l'annonce de sa suspension par le président, le Premier ministre somalien Mohamed Hussein Roble dénonce une tentative de coup d'État et appelle les forces armées à lui apporter leur soutien. J'ordonne à toutes les forces nationales somaliennes de travailler sous le commandement du bureau du Premier ministre à partir d'aujourd'hui. C'est le dernier chapitre d'un bras de fer au sommet de l'État somalien, un conflit entre le président et le Premier ministre qui menace de déstabiliser le pays. Les deux hommes semblaient pourtant avoir enterré la hache de guerre fin octobre
Mais samedi dernier, le président Mohamed Abdullahi, surnommé Farmajo, accusait Mohamed Roblé d'avoir failli à son devoir et lui retirait la charge d'organiser les élections. Une décision contestée par le Premier ministre qui dénonçait une entrave au processus électoral avant d'être suspendu lundi. À Mogadiscio, les habitants suivent d'un œil inquiet ce duel qui menace de retarder des élections déjà maintes fois reportées. Nous étions enfin en train de faire des progrès. On ne veut pas reculer. Nous demandons au président et au Premier ministre de régler leur conflit entre eux. Alors que ces dirigeants s'affrontent, la Somalie peine à sortir de l'impasse électorale. 10 mois après la fin officielle du mandat de Farmajo, le pays semble encore loin d'élire son prochain président. Parlons à présent de la situation de Covid-19 dans le monde, en Europe, alors que la pandémie de Covid-19 connaît une progression fulgurante. Le gouvernement français souhaite désormais introduire un pass vaccinal limitant l'accès à un certain nombre de lieux publics aux personnes vaccinées ou guéries. Une formule déjà appliquée dans plusieurs pays européens, non sans polémique. France 24. Aller au cinéma, au théâtre, au café ou au restaurant, ou lorsque vous vous déplacez en avion ou en train sur une longue distance, le pass vaccinal devrait remplacer le pass sanitaire à la mi-janvier. Concrètement, cela veut dire que ces lieux ou ces modes de transport ne seront plus accessibles aux non-vaccinés. Sur le marché de Troyes, les Français accueillent diversement ce nouveau pass. Tout le monde devrait se faire vacciner. Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à une obligation vaccinale, quoi. Donc, pourquoi prendre un chemin détourné autant avoir le courage politique d'annoncer, ça devient obligatoire. La devise de notre pays, c'est liberté, égalité, fraternité, comme on le connaît tous. Mais là où c'est quelle est la liberté, quoi. Autre nouveauté, pour lutter contre les fraudes en cas de doute, le gouvernement souhaite que les responsables des lieux de culture ou de restauration puissent contrôler l'identité des personnes qui présentent leur passe vaccinal. Par ailleurs, présenter un faux pass devrait être puni d'une amende de 1 000 € au lieu de 135 actuellement. Dans les cinémas, on s'inquiète des nouvelles mesures annoncées et de celles qui pourraient encore être décidées. Si une mesure devait y avoir, la moins pire, ça serait le retour des jauges. On entend parler comme quoi il faudrait le pass vaccinal plus un test PCR. Je pense que c'est ça qui serait vraiment dramatique. En effet, le gouvernement étudie la possibilité d'exiger, en plus du pass vaccinal, un test négatif récent pour accéder à certains lieux qui brassent beaucoup de public, à l'image de ce qui existe déjà dans certaines régions en Allemagne. Du côté des États-Unis, la flambée des contaminations au coronavirus et les conditions météorologiques défavorables ont provoqué hier l'annulation de plus de 1000 vols dans ce pays où la propagation du variant Omicron a incité le principal expert en maladies infectieuses à suggérer une obligation vaccinale pour les vols intérieurs. France 24 nous en dit plus. Vols annulés se comptent par milliers, les retards s'accumulent. La vague Omicron a provoqué le retour du chaos dans les aéroports américains. À Seattle, les passagers se sont retrouvés bloqués pendant le week-end de Noël et les jours qui ont suivi. Nous avons dû attendre 2 heures dehors alors qu'il faisait moins 6 degrés pour trouver un taxi qui serait prêt à nous emmener dans l'un des seuls hôtels avec des chambres disponibles. Et ce matin, nous avons eu un autre chauffeur Uber pour nous ramener à l'aéroport. Le manque de personnel dans les compagnies aériennes ne cesse de s'aggraver. Alors Anthony Fauci, principal conseiller de la Maison-Blanche en matière de santé, suggère d'exiger une preuve de vaccination pour les vols intérieurs. Les autorités sanitaires s'efforcent en parallèle de limiter l'impact sur les entreprises et les déplacements. La durée d'isolement recommandée pour les personnes testées positives vient d'être réduite de 10 à 5 jours, à condition de ne pas présenter de symptômes et de porter un masque 5 jours de plus. Ceux qui ont reçu une 3e dose de vaccin ou qui ont eu leur 2e il y a moins de 6 mois sont désormais dispensés de quarantaine, même s'ils ont été exposés au virus. Les autorités assurent que ces changements sont motivés par la science sur la base des premières données disponibles sur le variant Omicron. Pour les voyageurs internationaux qui entrent aux États-Unis, des restrictions strictes restent en place, notamment la présentation obligatoire d'un test négatif de moins de 24 heures.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Très bonne continuation sur notre chaîne. Au revoir.